Acheter un appartement dans un petit immeuble ou dans un grand immeuble, ça peut peut-être vous faire peur. La gestion des charges, les relations avec les autres propriétaires. On va essayer de vous rassurer dans cet épisode avec nos experts qui arrivent dans un instant. On va aussi faire le tour d'Internet avec des actualités qui ont fait le buzz. On va les faire réagir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des proprios en collaboration avec Imovlan, PNV, Brico, Eloya et le petit nouveau Thomas Epiron. Et comme à chaque fois, à mes côtés, une belle bande d'experts, de passionnés, on les appelle les Avengers de l'immobilier. Anthony Urbain fait son retour. Bonjour Anthony. Bonjour, très content d'être là. Et toi, tu te bonifies avec le temps, c'est incroyable. T'as perdu quelques kilos, toi, non? Un petit peu. Et t'as récupéré quelques cheveux aussi. Et j'ai récupéré quelques cheveux. Mais ça, on en parlera en off. Eric Spitzer est avec nous. Bonjour Eric. Salut David, bonjour tout le monde. CEO d'Imovlan, en plein paddle tour, parce que oui, à côté de l'immobilier, il faut aussi beaucoup de paddle. Ça se passe bien? Ça se passe pas mal. On peut encore s'inscrire? On peut encore s'inscrire, hein, businesspaddletour.be, il reste des places. Voilà, on fait du sport, on réseaute et on fait de bons investissements aussi immobiliers, parce que ce sont des acteurs principalement aussi du secteur de l'immobilier. Oui, il y a beaucoup d'acteurs du secteur de l'immobilier, mais d'autres secteurs, c'est multimarque, multimodèle. Ken Van Petegem, coach, mais à nouveau, enfin, il a récupéré son statut tant mérité, directeur d'une agence WeInvest Bruxelles. Comment tu vas, Ken? Bien, David, merci beaucoup. Oui, WeInvest Nord-Ouest? Non. WeInvest Auderghem. Auderghem. Eh ben voilà. Les amis, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Rendez-vous des proprios. Dans un instant, on va ouvrir le dossier du jour. On va parler de ces copropriétés, de ces petites ou grandes copropriétés. Mais la nouvelle séquence, on va à chaque fois en début d'émission faire le tour de l'actualité. On est allé sur Internet, on est allé voir un peu ce qui se disait. On a récupéré des vidéos et je vais vous demander de réagir. Et on va commencer par une vidéo de Bertrand qu'on a déjà accueilli ici, Bering Imo, et on lui a posé la question justement de où investir aujourd'hui en Belgique dans l'immobilier. Il a voulu répondre à sa communauté. On regarde la vidéo et puis j'attends de vous une petite réaction. Si tu es un simple acheteur, tu as peu d'argent et tu achètes ton premier bien, un jeune, tu as juste les frais de notaire, tu veux un appartement, Bruxelles c'est le meilleur endroit. Tu auras ton premier tremplin, tu ne payes pas beaucoup de droits d'enregistrement, tu vas pouvoir acheter ce bien. Si tu pars par après, tu pourras le mettre en location. Classique ou colocation, tu n'auras aucun stress pour le louer. Et en plus, tu auras un revenu élevé. C'est Bruxelles si tu es un primo-acquéreur. Si tu es quelqu'un qui a 60 000 plus un premier bien et que tu pars sur de l'investissement agressif, bah la Wallonie c'est peut-être le meilleur endroit. Parce que tu vas aller chercher un bien moins cher avec un cash flow élevé. Parce que tu es quelqu'un qui veut du cash flow directement mensuel. Tandis que si tu es quelqu'un qui a de l'argent et que tu veux pas du cash flow mensuel directement et que tu veux pouvoir gagner sur la capitalisation du bien, donc tu veux que ton bien augmente en valeur sur un certain laps de temps et tu te dis, moi dans 10 ans je vends tout et je me fais un max de fric, Parabon Flamand c'est le meilleur endroit. Bon les amis, c'est intéressant ce que Bertrand nous dit dans cette vidéo. C'est vrai que nous sur le plateau on disait souvent il faut acheter dans une ville qu'on connaît, alors que lui met plutôt en évidence le fait qu'il faut acheter par rapport à son profil, à la vision, à la stratégie qu'on a dans l'investissement immobilier. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Ken? Ouais, là où il a raison, c'est que chaque profil est différent, donc il faut pas se dire tiens j'ai un pote qui achète que des immeubles de rapport, il retape tout seul si j'ai pas le même profil que lui. Donc ça je suis d'accord, en fonction de ton profil, tu dois choisir l'investissement. Après, il a donné beaucoup de régions dans la vidéo et je reste sur mon point de dire achète là où tu connais. Parce que tu vois, moi, je vais pas aller à Liège ni à Charleroi. Je connais pas d'une rue à l'autre la qualité du quartier, comment on y vit. Tandis qu'à Bruxelles, je maîtrise. Je sais que d'une rue à l'autre, bah, ça peut être pas chouette, ça peut être très chouette. Et donc, acheter là où tu connais pas via ton oncle à Noël qui t'a dit ouais, c'est super à Charleroi, ben, ne le fais pas, tu vois. Eric, les différences qu'il fait entre la Wallonie, entre la Flandre, entre Bruxelles, tu es d'accord avec son analyse? Bah oui, et c'est vrai que de nouveau au niveau du profil, de l'effort propre, il y a des différences, il y a des opportunités qui sont différentes. Maintenant, là où je le suis tout à fait, c'est il faut acheter dans les grandes villes. En tout cas un premier achat, parce que après effectivement si on doit s'en débarrasser pour acheter autre chose, bah, ça va être plus facile. Si on achète un bien très spécifique dans un endroit isolé, fatalement on va pouvoir toucher moins de gens quand on veut le revendre, donc ça va prendre plus de temps. C'est beaucoup plus safe dans un premier achat d'acheter des biens qui sont assez, on va dire, moyen, dans un profil assez moyen, un appartement, une chambre, un studio, dont on peut éventuellement se débarrasser ou qu'on peut mettre en location plus facilement. Anthony, tu accompagnes et tu conseilles beaucoup justement de primo-investisseurs. Est-ce que tu suis la stratégie de Bertrand, tu la nuances, tu veux apporter quelque chose en plus? Bah, donc déjà, comme d'hab, souvent d'accord avec Ken, hein, donc achète effectivement où tu connais, ça c'est la première chose, mais il y a aussi une question de choix. Donc si par exemple aujourd'hui effectivement tu habites à Bruxelles, bah, si tu as envie d'acheter où tu connais ou
tout près d'où tu habites, Bruxelles, des fois, c'est peut-être un peu cher. Et donc, effectivement, en fonction de ton profil, si tu as vraiment envie d'investir et que tu n'as vraiment pas les moyens, des régions, effectivement, peut-être comme Charleroi, Mons, peut-être aussi à Liège, sont peut-être plus adaptées. Et donc, des fois, tu n'as pas le choix. Donc, ouais. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que, effectivement, tu l'as évoqué, la notion d'apport propre. On a vu avec les droits d'enregistrement en Wallonie, en Flandre, la concurrence fiscale avec Bruxelles aussi, mais à Bruxelles, il y a un abattement. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement un peu, Eric, où on en est aujourd'hui, faire vite un état des lieux? Oui, Bruxelles, 12,5% de droits d'enregistrement à l'achat, mais un abattement de jusque 200 000 € pour les biens de moins de 600 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que si on achète un bien à 200 000 €, on n'a pas de droit d'enregistrement à payer. Exact. Donc quand on critique en disant ouais, Bruxelles, c'est plus une région dans laquelle investir, 12,5% c'est élevé, ça peut quand même être encore intéressant Bruxelles. Ça vaut pour le bien d'habitation, hein. Donc Oui. c'est pas pour tous les biens, mais oui, c'est vrai, un bien de 300 000 €, eh bien on va payer des droits que sur 100 000 €, puisqu'on a les 200 premiers 1000 € qui sont exonérés. Wallonie, on est passé de 12,5 à 3%, selon un certain nombre de conditions. Il y a aussi une série d'avantages qui tombent, mais en tout cas, au moment du passage de l'acte, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doit plus sortir que 3% en cash. C'est une différence solide par rapport à ce qu'il y avait avant. De nouveau, bien d'habitation ne doit pas être propriétaire d'un autre bien, toute une série de conditions qui sont assez logiques. Et la Flandre, on passe de 3 à 2%. Ken, toi on sait t'investis principalement à Bruxelles, donc j'ai vraiment envie de poser la question rapidement à Anthony, puisqu'au final Bertrand il répondait à la question où acheter en Belgique. Est-ce que toi aujourd'hui, quand tu commences à chercher un bien, tu t'orientes vers des régions particulières ou pas du tout? En fait, oui, donc étant de Liège, effectivement, on regarde d'abord moi, en tout cas dans la région que je connais évidemment, donc à Liège. C'est à Liège, Liège c'est grand. À Liège. En fait, ce qui est bien, c'est que Asrea, ouais, c'est ça. Ne ris pas que Asrea haut. Des fois, tu peux faire notamment, par exemple, des colocations qui intéressent certains étudiants pour aller au Sartillement et autres. Donc, il y a dans toutes les villes, je pense qu'il y a des opportunités. Ce qui est bien en Wallonie, ça c'est une vérité. Par contre, c'est que le ticket d'entrée, c'est comme ça qu'on le dit, est toujours moins cher. Donc, effectivement, quand tu veux investir à Liège, par exemple, ou dans d'autres régions, pour être propriétaire, l'accès à la propriété en général est un peu plus facile. Et effectivement, on a peut-être un peu plus facile dans certaines régions d'aller chercher un peu plus de cash flow. Bon, ce que je retiens quand même, les amis, c'est que c'est pas une question simple. En fait, il n'y a pas de réponse simple. Ça dépend de plein de critères, de plein de choses. Et notamment aussi de la législation. Et on a vu que récemment, Bruxelles a changé sa législation, notamment sur les baux, sur les loyers, etc., etc. Et ce que je vous propose, c'est de passer à l'actualité suivante et de regarder cette vidéo de nos amis de chez Victor Lowe. On parle justement de ces changements et d'une mesure qui risque peut-être de vous titiller un peu, les amis. Lorsque vous allez prendre à bail, votre bailleur va devoir vous donner le montant qui a été le montant du loyer qui était d'application pour le précédent locataire. En fait, qu'est-ce que Bruxelles a voulu imposer aux bailleurs? Ils veulent empêcher les bailleurs d'augmenter le montant du loyer à chaque nouvelle location. Donc maintenant, en fait, le bailleur est obligé de maintenir le montant de son loyer pendant 9 ans. Et donc pratiquement, on l'oblige à dire au précédent locataire le montant du loyer. Bon les amis, ça c'est quand même une mesure qui doit refroidir un peu les investisseurs, ça non Ken? Un petit peu, mais il y a toujours moyen de contourner l'affaire. Donc pour le résumer rapidement, les baux aujourd'hui sont réglementés. Et donc tu ne peux plus, quand tu fais un bail de courte durée, c'est-à-dire de 3 ans ou moins, tu peux plus le renouveler autant de fois que tu veux. Donc si avant tu faisais un contrat de 6 mois, tu pouvais le renouveler jusqu'à 3 ans, et à partir de 3 ans, il devenait un bail de longue durée. Aujourd'hui, tu le renouvelles une fois, une deuxième fois, tu es dans du longue durée. Ce qui veut dire que tu donnes aujourd'hui le droit de préférence à ton locataire. C'est-à-dire qu'il peut se positionner si jamais tu vends ton appartement. Comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu passer à côté de cette nouvelle loi? C'est très simple. Tu peux jamais modifier un contrat en défaveur du locataire. Par contre, tu peux modifier un contrat en défaveur du propriétaire. Parce que vraiment, le propriétaire est méchant, il est riche, c'est lui qui triche évidemment. Et donc, ce qu'on propose aux gens maintenant aujourd'hui, c'est d'office signer un bail de longue durée, donc de 9 ans, dans lesquels tu mets les indemnités de départ d'un bail de courte durée. Comme ça, si ton locataire a signé 9 ans et dit « tiens, je veux partir », après 1 an, il n'a plus rien à payer. Et donc, ce qui permet, c'est que chaque fois que ton locataire part, tu peux remettre le loyer que tu veux derrière. Parce que dans les baux de courte durée, chaque fois que tu changes, tu es obligé de mettre le loyer de l'année passée avec un maximum d'indexation. Mais si les prix augmentent très fort, à un moment donné, tu vas voir ton loyer que indexé et pas suivre l'évolution du prix de l'immobilier. Donc cette technique permet de rester maître de ton loyer. Tu sais que Nawal Benamou regarde cette émission et là tu risques de lui... on regarde beaucoup de Nawal Benamou. Mais là tu risques de lui donner on adore Nawal. En parlant de Nawal Benamou, cette idée-là était nulle parce qu'à un moment donné,
ça va impacter de nouveau les gens qui n'ont pas de moyens. Parce qu'à un moment donné, les gens disent écoute, moi je te paye autant et c'est réglé, tu vois. Donc tu vas empêcher des gens qui ont moins de moyens de se loger. Et dans les autres réglementations qui ont été mises en place, aujourd'hui tu dois choisir entre la garantie locative et un garant. Tu peux plus prendre les deux. Donc si quelqu'un dit mais moi j'ai un garant et j'ai moins de moyens mais j'ai un garant, il n'y a aucun propriétaire qui loue sans prendre une garantie locative. Attends, ça c'est intéressant ça, parce que ça moi j'ai même pas vu cette info. Ah ouais, donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'aujourd'hui à Bruxelles, si on a un garant, plus besoin de mettre une garantie locative? Non, c'est l'un ou l'autre. C'est incroyable. Donc, ça. Si jamais tu as pas beaucoup de moyens, en général les gens ils mettaient la garantie locative et ils prenaient un garant. Et donc le propriétaire disait ok c'est bon, je te fais confiance, je t'aide et tout. Parce que en vrai, les propriétaires ils sont pas... il faut arrêter avec cette idée que les propriétaires sont des voleurs, des méchants et tout, et qu'on cherche absolument le gars qui va tout payer. Non, des fois on discute, il y a un feeling, on voit qu'il y a un gars qui va s'en sortir grâce aux parents, on peut l'aider. Mais si maintenant lui, il peut plus prendre ses parents, ben on va plus le prendre. Après, ce qu'il y a, c'est que la garantie locative, c'est censé couvrir les dégâts locatifs. Je veux dire, il y a toujours des dégâts, il y a toujours, voilà, l'utilisation normale fait qu'il y a des dégâts avec les années. La garantie locative est censée couvrir ça. Un garant, c'est quand on n'a pas beaucoup de sous, que les revenus sont limités, qu'on est jeune, ben ça sécurise le propriétaire de dire ben les parents ils couvrent au cas où il y a un petit problème. Donc le fait effectivement de dire maintenant c'est l'un ou l'autre, c'est du Benamou tout craché, un truc qui ne sert à rien et qui est complètement illogique. Non mais faut dire les choses comme elles sont. Il y a le droit de préemption, il y a moins de 1%. Le droit de préemption, c'est la possibilité pour un locataire d'acheter... Droit de préférence. De préférence, pardon. Le droit de préférence... C'est qu'est-ce que je voulais dire. Le droit de préférence, c'est effectivement la possibilité pour un locataire d'acheter un bien, de se positionner pour l'achat du bien qu'il loue, si jamais le propriétaire veut le vendre. Eh bien, dans les faits, il y a moins de 1% des locataires qui se sont positionnés sur ce droit de préférence, qui l'ont exercé. Donc c'est de nouveau des mesures qui entravent un petit peu le marché, qui sont sans doute partie d'un bon sentiment, mais qui in fine ne servent à rien. Oui, et puis il y a une vidéo qu'on a partagée de Vincent Gérin qu'on salue, où il expliquait aussi que cette mesure n'avait aucun sens et que finalement c'était un peu du n'importe quoi. Anthony, tu voulais réagir justement à l'info que Ken vient de partager. Ouais, effectivement, ce qui est un peu dommage, c'est que ces deux poids, deux mesures, c'est surtout pour moi deux mesures qui sont complètement différentes et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Comme Eric le dit, il y a la garantie locative, c'est pour les dégâts, d'accord, et le fait d'avoir un garant, c'est pour être sûr qu'on paye les loyers. C'est deux trucs qui sont complètement différents. Donc dire c'est un ou l'autre, effectivement ça va pénaliser effectivement ceux qui ont moins de moyens. Mais ça c'est incroyable. Après de nouveau j'imagine les agents immobiliers, sélection naturelle, tous ceux qui viennent en disant j'ai pas de garantie mais j'ai un garant, vous les skippez, vous skippez leur dossier. Donc c'est une mesure encore une fois qui va servir à rien. Non, parce qu'en vrai c'est le propriétaire à la fin qui décide. Donc nous en tant que agent immobilier, on est obligé de présenter toutes les candidatures de location. Ah, vous faites des petites sélections quand même au préalable, non? Non, vraiment, vraiment, on peut pas. Franchement, et c'est contrôlé. On a déjà eu des mystery shoppers, enfin je sais pas comment on appelle ça dans l'immobilier. C'est contrôlé de ouf. Hein. Okay. Donc dans la location, tu fais pas ce que tu veux. Donc un propriétaire qui nous dit, on veut pas on travaille pas avec lui. Parce que c'est vraiment contrôlé. Donc des fois, tu as des gens qui appellent, qui disent moi je veux pas... Pas de chauve, par exemple. Pas de chauve, par exemple. Hein. Et on dit ok, d'accord, on vous mettra pas de chauve. Tu prends une amende direct. Donc la location, franchement, c'est très réglementé. Donc on présente toutes les candidatures et c'est le propriétaire qui lui décide derrière. C'est pour Bruxelles ça ou c'est pour la Flandre et la Wallonie? Non, ça c'est toute la Belgique qui est contrôlée. Ça c'est toute la Belgique. Oui, le centre de l'égalité des chances est extrêmement rigoureux sur le fait, par exemple, les infos qu'on est en droit de demander. C'est quasiment rien. C'est la carte d'identité, la date de naissance, le numéro national. Mais on peut pas commencer à demander des fiches de salaire, un dossier, etc. Tu veux louer un bien à Paris, tu dois arriver avec un dossier qui fait 25 pages, quoi. Ici, t'as absolument pas le droit de demander ça. Anthony. Puis en plus, l'association des chauves est très agressive pour le moment par rapport à ça. Donc mais on ne se laissera plus faire. Voilà, donc vraiment, non, pas Saran. Non, pas Saran. Bon, allez, et comme quoi cette séquence, moi, elle me fait du bien dans un instant. Enfin, elle nous fait du bien puisque ça nous permet de découvrir des infos que j'avais même pas vues, alors que tous les jours, je suis à l'affût des nouvelles législations. Merci Ken pour cette vraie belle info. Ça sent le 5 millions de vues sur Instagram et TikTok. On vous le rappelle, les meilleurs moments de l'émission.
émission sera retrouvée sur TikTok, sur Instagram. Allez vous abonner. On a rapidement encore quelques minutes avant d'attaquer le dossier du jour. On le rappelle, cette émission est consacrée notamment aux copropriétés, à ces immeubles petits ou grands dans lesquels parfois on hésite d'acheter parce qu'on se dit qu'il y aura plein de problèmes. On va ouvrir ce dossier dans un instant. Une dernière actu rapidement. Anthony, c'est toi qui as voulu qu'on l'évoque. On parlait de gouvernement, de nouvelles mesures. Il y a le gouvernement fédéral qui nous a fait une petite surprise là. Petite surprise, je sais pas, parce que bon, c'était dans les. On s'y attendait pas. On s'était dit un gouvernement de droite globalement. On va pas arriver sur cette mesure-là directement, quand même. Mais la Belgique est terre de surprise, de toute façon. Donc ça, c'est de toute façon. Mais effectivement, la surprise, c'est qu'ils ont supprimé si je peux dire de manière simple, les avantages fiscaux du crédit hypothécaire partout du coup en Belgique maintenant. Donc. Alors les avantages, dont un en particulier qui était la déduction des intérêts sur les emprunts, et notamment ici, on le dit, c'est uniquement pour les multipropriétaires. Donc on peut encore le faire pour son bien d'habitation, mais pas si on a plusieurs biens, on peut plus déduire les intérêts. Oui, c'est ça. Donc en fait, ce qui change aujourd'hui, c'est que quand on est multipropriétaire, avant, on pouvait déduire les intérêts du crédit hypothécaire, même de la seconde résidence, ce qui permettait quelque part d'annuler, si je peux dire ça, l'impôt que tu devais payer justement parce que tu étais multipropriétaire. Alors beaucoup de gens se sont plaints. Mais comme à chaque fois, Anthony Urbain a des solutions. Et tu as une solution rapide à nous partager justement pour compenser cette perte. Une solution, en tout cas, pour compenser, en tout cas pour diminuer. Il faut savoir justement, pour faire un mini cours là-dessus, c'est que avant on déduisait les intérêts du crédit hypothécaire dans la case fiscale de l'épargne long terme. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en gros, aujourd'hui, vu que ce n'est plus déductible, cette case fiscale de l'épargne long terme, elle est libre maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est pas exactement la même chose, tu n'auras pas exactement la même déduction fiscale, mais en gros, tu peux mettre de l'argent de côté et c'est un peu comme une épargne pension, l'État te rend 30% de ce que tu peux mettre et tu peux aller jusqu'à 2530 € par an. Donc c'est chouette. Sympa, j'ai pas totalement tout compris. Vous revenez en arrière, vous regardez, ou alors vous cherchez Anthony Urbain sur Instagram, vous lui posez la question et il vous accompagnera. Bon les amis, c'était le tour d'internet, c'était bien sympathique. On vous invite vous aussi, si vous souhaitez avoir l'avis des experts sur des mesures, sur des images que vous voyez, des vidéos d'influenceurs, de créateurs de contenu, vous n'hésitez pas à nous les envoyer dans le tour d'internet. On les diffusera et on demandera vos réactions les amis. Bon, il est temps d'ouvrir le dos du jour les amis, cette grande question sur ces copropriétés petites ou grande, on a plein d'idées reçues ou pas. Je compte sur vous, vous avez plus ou moins un bon quart d'heure, 20 minutes pour nous donner les arguments dont on a besoin pour pouvoir se décider. C'est vrai que moi je me souviens, mon père, quand je parlais d'investissement immobilier, il me disait n'achète jamais dans des grands immeubles, les charges c'est impayable, quand tu vas vouloir le revendre ça va partir en sucette, personne ne voudra de ton appartement. Donc je compte sur vous pour me donner un peu des pistes de réflexion, d'accord? Mais la première question rapide, tour de table, petite ou grande copropriété, Ken? Moi, grande copro. Petite unité dans une grande copro. Ok. Eric? Grande unité dans une petite copro. Ok. Comme quoi tous les chauves ne pensent pas la même chose. Anthony? Petite copro, voire pas de copro du tout. Ok. Bon, votre image, quand je vous dis copropriété, quelle est l'image qui vous vient direct en tête là, Ken? Moi, j'avais vu l'image autrement. Moi, je voulais vraiment comparer les deux types d'investissement. Et moi, je veux une tirelire, tu vois. Parce que beaucoup de gens, et ils l'ont répondu d'ailleurs, il y a 2 sur 3 qui veulent une copro où ils sont seuls, un immeuble de rapport où ils sont seuls propriétaires. Comme ça, ils gèrent tout eux-mêmes. Mais il faut une belle tirelire. Parce que s'il y a des problèmes, c'est toi qui payes tout seul. Donc c'est pour ça que moi, je vais dans des grosses copros parce que je ne veux pas devoir payer les gros travaux moi-même. Tous les mois, on m'a dit, tiens, Ken, tu payes 200 balles. J'ai dit, tiens, prends les 200 balles et laisse-moi tranquille, tu fais les travaux quand tu veux. Donc c'est vraiment ça la grosse différence entre les deux. Donc moi, mon image, c'est une grosse tirelire pour ceux qui achètent des immeubles de rapport tout seuls. La question des charges communes, des gros travaux, on va en parler dans un instant dans le 2 du jour. Eric, ton image du jour quand je te dis copropriété? Un cadenas. Pourquoi? Parce qu'on est lié aux autres copropriétaires et quand on achète un appartement, eh bien, on achète de facto une partie des communs. Et donc, on est obligé de s'entendre, même si les voisins sont géniaux ou pas du tout géniaux, eh bien, on est quand même obligé de s'entendre avec eux. On est obligé de se voir à l'Assemblée Générale, on est obligé de discuter. Et donc, oui, on est lié avec eux. Et c'est vrai que beaucoup de gens hésitent à investir justement dans ces immeubles en se disant, je vais avoir plein de problèmes, ça va m'ennuyer. Même si, on va en parler dans un instant, quand on a une villa, on a aussi potentiellement des problèmes avec les voisins aussi. Donc on va en parler dans un instant. Et toi, mon Anthony, ton image? Écoute, copropriété. J'ai un petit lien quand même avec Eric et je sais un peu la casquette d'assureur, mais c'est le côté mon image c'était incendie. Ah ouais. Parce que je peux te garantir que pour en avoir vécu des sinistres en copropriété, oh là là, c'est la merde.
C'est la merde. Si vraiment, on en parlera aussi dans cet épisode. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos images, vos commentaires, vos questions sur le dose du jour. Le numéro WhatsApp, ça fait juste ici en dessous. Vous pouvez aussi commenter cet épisode sur YouTube et les réseaux sociaux. Nos experts adorent venir vous répondre. Et justement, en fin d'émission, nouvelle séquence, on est allé chercher je vais pas dire les meilleurs, parfois les pires aussi commentaires, et vous aurez en fin d'émission un droit de réponse. Vous allez pouvoir réagir à ces commentaires que vous nous envoyez sur Instagram, sur TikTok. On continue avec le dose du jour, et la première question que j'ai envie de vous poser rapidement, tu pourrais nous donner une définition du mot copropriété, Eric, juste pour être sûr qu'on parle de la bonne chose. Alors, ce qu'on appelle la copropriété, c'est le fait de détenir en commun, donc à plusieurs propriétaires, qui sont donc des copropriétaires, un bien, une partie d'un bien. En général, c'est les communs, c'est l'ascenseur, ce sont les caves, ça peut être une cour d'accès, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle la copropriété, en général, c'est ce qui est formé par les différents propriétaires d'un immeuble qui se partagent, on va dire, ce qu'on appelle en général les communs. Ok, donc un immeuble de 2 étages, de 3 étages, copropriété. Les grands immeubles, les grands buildings qu'on peut voir parfois à Bruxelles, copropriété aussi. Même chose. On est d'accord ? Oui, bien Dès sûr. que tu as 2 propriétaires, c'est une copropriété. Tu as une indivision, c'est-à-dire que tu peux pas dire moi je dessine au sol la partie de gauche du couloir et toi celle de droite et non, tout ça est en indivision, et donc fatalement, comme je le disais, les différents propriétaires sont associés pour gérer cette indivision. Finalement, il y a 2 questions auxquelles on doit essayer de répondre. C'est effectivement petite ou grande copropriété, est-ce qu'il y a des différences entre les deux, et est-ce que finalement c'est intéressant ou pas financièrement d'acheter un appartement dans ce genre d'immeuble. Donc la première question, tu l'as évoqué directement, celle qui fait le plus peur, c'est les charges. Moi, à chaque fois que j'entends des gens parler de ça, c'est non mais les charges, tu vas payer 300, 400 euros de charges, te lance pas là-dedans. Cet argument-là, Ken, tu réponds quoi ? Comme moi, j'ai investi dans des studios ou des petites chambres, en fait, en quotité, je suis très peu présent dans une grosse copro. Et donc, mes charges sont relativement OK à payer. Je dépasse rarement les 200 euros par mois, toutes charges confondues, donc c'est-à-dire chauffage, eau, commun et tout. Donc, c'est en plus une partie que j'impute à mon locataire. Donc, il y a les charges propriétaires et les charges occupants. Donc, il y a une grosse partie des 200 euros qui sont payés par l'occupant. Et moi, en tant que propriétaire, je ne dois pas payer grand-chose. Pourquoi est-ce que moi, je fais ça ? Et là, je reprends la vidéo de Bertrand en début. Encore une fois, c'est en fonction de tes profils. Si tu es quelqu'un de très organisé, qui épargne beaucoup d'argent, qui est prêt à faire des travaux toi-même et tout, prends un immeuble que tu gères tout seul. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime bien le dimanche être avec ma famille devant Netflix et j'ai pas envie qu'on m'appelle pour les problèmes. Donc, et je dépense mon argent. J'aime bien partir en vacances et tout. Donc, j'ai pas de matelas de sécurité. Donc, si la toiture est à changer, c'est pas moi qui vais la payer. C'est la copropriété qui va payer sur base des charges qu'on a déjà payées. Donc, ils vont établir un fonds de réserve ou sur base d'un fonds qu'ils vont appeler et qu'on va payer sur 10 ans à crédit. Et donc, moi, je préfère ça. C'est plus cher, effectivement, mais j'ai une tranquillité d'esprit qui est imbattable. Là, Ken, attention, c'est important de le dire à ceux qui nous regardent. Tu as répondu en tant qu'investisseur qui est donc dans l'investissement locatif, puisque tu viens de dire que tu imputais potentiellement ces charges à ton locataire. Si on achète pour son bien personnel, Anthony, est-ce que la réflexion est la même ? Moi, la question que j'ai pour toi, c'est du coup, est-ce que tu dégages comme du cash flow hors de ça, ou est-ce que ça te dérange pas de remettre tous les mois, ou comment ça se passe du coup ? Non, je dégage du cash flow grâce à un système de crédit qui me permet aussi de faire un cash flow positif. Et je paye tous les mois une partie de mes charges, mais en vrai, sur 200 euros, peut-être que moi, je paye 50 euros, même pas de charges propriétaires. Le reste, c'est mon locataire qui paye. Mais ces 50 euros, si j'étais propriétaire de mon bien tout seul, j'aurais dû de toute façon les mettre de côté. En fait, là, je les mets de côté de manière obligatoire. Quand tu es propriétaire seul, tu dois te forcer à mettre de l'argent de côté. Je vois Anthony qui dit non, pas trop. Mais tu dois avoir un matelas de sécurité quand même. Si jamais ta chaudière pète ou quoi, tu la payes tout seul. S'il y a un problème avec tes châssis, s'il y a un problème d'électricité, j'en sais rien, c'est toi qui répares tout. Dans une copro, c'est pas ton problème. Eric. La question, je nuancerai, la question qui est posée dans ce débat, c'est petite ou grande copropriété. Donc une grande copropriété, il faut s'imaginer 80 unités dans un grand immeuble, 80 propriétaires, donc une copropriété à 80. Et une petite, c'est un immeuble qui fait peut-être 7 ou 8 appartements, 4 étages, 2 appartements par étage, et il y a 8 propriétaires. Et donc, ça c'est une petite copropriété. Les fonds de réserve, c'est-à-dire ce qu'on prévoit pour changer l'ascenseur, isoler le truc, changer le toit une fois de temps en temps, ça c'est, dans les petites ou les grandes, on les met d'office. C'est décidé.
justement par les copropriétaires qui vont dire écoutez, voilà, on estime que dans 3 ans, il faudra faire tel gros travaux et que ça coûtera 50 000 €. Mais chacun doit mettre en fonction de sa partie, ses 10 millièmes ou ses millièmes, il doit mettre sa quote-part. Et puis il y a l'autre aspect qui est les frais de fonctionnement. Alors les frais de fonctionnement, ça peut être rien ou très très peu, mais si vous avez un concierge, il faut payer le concierge. Si vous avez une belle entrée en marbre avec des trucs, il faut payer. Si vous avez des caméras, voilà. Donc tout dépend évidemment de l'équipement, du niveau d'équipement. Et cet entretien, ça c'est un fonds de roulement, c'est ce que chacun va payer en plus dans la copropriété, à la copropriété, pour pouvoir gérer, pour pouvoir payer au fur et à mesure ses charges. Et dernière chose, le premier conseil que je donne à n'importe qui va acheter un appartement, c'est de demander les 2-3 derniers PV d'assemblée générale des copropriétaires. Comme ça, on voit un peu les montants qu'il y a, si tout le monde paye, parce que parfois il y en a qui n'ont pas les sous, ils disent ah non, moi je n'ai pas payé, c'est un peu ric-rac, machin. Quelle est l'entente entre les différents? Donc une série d'éléments, ça c'est super important de demander. J'ai 100 000 questions qui me viennent, vous avez abordé plein de sujets en quelques minutes, on va essayer un peu de débunker tout ça. Je veux rester 2 secondes sur les charges communes, parce que quand je t'entends, tu dis oui, il y a peut-être un concierge, il y a peut-être, je sais pas moi, un grand jardin, il y a peut-être une salle de sport, un côté à vélo, etc. Moi je réfléchis bêtement, je me dis plus il y a de services, plus il y a de gens, plus ça va me coûter cher. Mais en même temps, il y a 80 appartements, donc c'est aussi divisé par peut-être par un plus grand nombre. Donc d'un côté, ça me fait peur, et en même temps, je me dis potentiellement, on est beaucoup plus en payer. Il y a un acte de base qui va déterminer qui doit payer quoi. Okay. Parce qu'il y a aussi certains qui ont la jouissance exclusive ou partagée de certaines choses. Donc c'est pas juste de dire on est 20, donc tous les frais, je paye un 20e. Ce serait trop simple, mais c'est pas comme ça malheureusement. Donc il faut regarder aussi ce qu'il y a dans l'acte de base qui détermine et qui régit les réglementations et qui paye quoi dans la copropriété. Celui qui est au rez-de-chaussée, il va pas spécialement dire moi je paye pas pour l'ascenseur parce que je l'utilise jamais. Il est copropriétaire d'une partie, donc il doit aussi payer. Il va pas dire moi le toit est pété, je m'en fous, je vais jamais avoir de fuite chez moi. Donc tout ça est régi par la copropriété. Il faut bien se renseigner sur les frais. On résume. Réponse courte les amis. Petite copropriété, grande propriété. Les charges, il y a une grande différence entre les deux? Oui. Il y a une grande différence, vraiment? Énorme, parce que déjà dans les petites copropriétés, en général aussi, t'as pas d'ascenseur. L'ascenseur, c'est un coût, franchement, vous vous rendez pas compte. C'est énorme, c'est un truc de fou. Donc, pour moi, les petites copros, il y a 2 charges pour moi qui sont quand même fort différentes. En tout cas, pour parler un peu de la Wallonie aussi, un ascenseur, ça coûte la blinde. Et 2 aussi, c'est con, mais t'as le syndic. Dans des petites copros, t'es pas obligé d'avoir un syndic. Donc tu peux gérer ça un des propriétaires qui dit moi je vais faire les papiers, c'est l'assurance, c'est l'électricité, et puis il dit voilà, il faut payer 50 ou 75 € par mois. C'est vrai que dans une petite, il faut pas commencer à prendre des syndics. Un syndic ça coûte des sous fatalement. Tu peux faire une association de copropriétaires, et donc là du coup c'est beaucoup plus simple à gérer, t'as moins de coûts, et donc là pourquoi pas dans les petites copros. Ok. Il y a énormément de dossiers à ouvrir autour des copropriétés, on fera d'autres épisodes certainement sur ce sujet-là. On reste sur petite ou grande copropriété. Restons sur les charges 2 secondes. Est-ce qu'il y a un montant que vous pouvez nous donner, à partir duquel on ne doit même pas aller visiter parce que 300 €, 400 € de charge, c'est juste trop élevé, ça ne sert à rien d'y aller? En fait, ça dépend parce que, comme disait Eric, s'il y a des travaux, en fait, tu dois analyser tes PV d'AG. Okay. Et tu dois voir quels sont les coûts. Parce que si tu payes 500 € de charge par mois, c'est un gros montant. Mais tout l'immeuble a été refait et tu dois encore le payer pendant 2 ans. C'est pas très grave parce que ton immeuble est entièrement refait. Tu payes que 100 balles, mais l'immeuble n'a jamais été refait. Et il y a des travaux prévus pendant 10 ans et tu vas passer de 100 à 500 balles pendant 10 ans, c'est pas le même délire. Donc juste regarder le montant, c'est pas une bonne solution. En fait, il faut vraiment analyser les PV d'AG et le décompte des charges et ce qui a déjà été fait et ce qui va être fait comme travaux. Donc clairement, moi j'achète des petites unités dans une grosse copropriété parce que en quotité, je suis très peu présent. Donc comme disait Eric, c'est pas divisé par 20, non, c'est les quotités. Moi, je suis quasi pas présent. En général, la plupart du temps, pour moins de 1%, je suis copropriétaire. Donc même si ça coûte des gros montants, je paye pas très cher et c'est dilué en général sur 10 ans. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, avant d'acheter dans un immeuble, tu vérifies tout ça pour être sûr d'acheter dans un immeuble qui est bien géré, où les travaux ont déjà été faits et déjà payés ou déjà financés. Eric, tu disais qu'il faut absolument lire les PV d'AG. Quand tu achètes un bien dans ce genre d'immeuble, c'est pas de la mission de l'agent immobilier ou du propriétaire d'être transparent, de dire les choses. Il n'y a pas une obligation vis-à-vis de ces acteurs-là de nous prévenir? Alors le propriétaire, il a envie de vendre son bien. Ouais. Donc si c'est les barbelés, les sacs de sable et les mitrailleuses à chaque AG, je peux te dire, il va pas te le dire. Okay. Donc c'est à toi.
à l'acheteur potentiel, d'être prudent et de les demander. Il faut d'office les demander. Il y a aussi autre chose, c'est que on arrive dans une copropriété qui vit déjà depuis un certain nombre d'années, donc peut-être qu'il y a des fonds qui ont déjà été mis en réserve, peut-être que la copropriété a sur des comptes, ça m'est déjà arrivé, des dizaines de milliers d'euros parce qu'on sait qu'il va falloir isoler la façade et que ça va coûter 50 ou 60 000, parce qu'on sait que l'ascenseur, et il y a eu quelques années tous les ascenseurs à Bruxelles devaient être mis aux normes parce que sinon ils devaient être condamnés avec des scellés, on ne va plus pouvoir les utiliser. Donc ça a coûté, moi j'ai eu le cas personnel, ça coûte beaucoup de sous. Donc il faut aussi voir ce qui est mis en réserve. Pour revenir à ta question sur un montant de charge mensuel, moi j'ai envie de dire, ça dépend évidemment de la valeur de l'appart, mais j'ai envie de dire en dessous, jusqu'à 200 €, moi ça me semble logique par mois. Tout dépend de nouveau ce qu'il y a à faire, mais voilà. Entre 200 et 300, il faut quand même commencer à se poser la question. Au-dessus de 300, moi je trouve que c'est cher, quoi. Plus de 300 € par mois pour la copropriété en général, ça commence à être beaucoup de sous. Il faut se renseigner à quoi ça sert. Anthony. Ouais, il y a le côté somme. Maintenant, je trouve que déterminer une somme, c'est pas. Alors évidemment, il y a des sommes qui sont complètement déconnées. Si tu as 1 000 € de frais de copro, c'est trop. Mais il y a aussi une question de où tu achètes ton appart. Et encore une fois, si c'est un investissement, tu dois regarder aussi la localisation où tu es et voir si tu peux inclure ça aussi peut-être dans le loyer et te dire ok, il y a 200 € de frais de copro, mais au final, le loyer il est comme super élevé parce qu'on est dans une zone super demandée à Bruxelles, que sais-je. Quelque part, tu t'en fous. Culturellement, en Belgique, on n'est pas sur des prestations qui sont super high level. Aux États-Unis, c'est 1 000 $ de frais de copro, c'est standard, quoi. C'est vraiment pas choquant parce que t'as un gardien, t'as un portier, on te monte tes courses, etc. Donc évidemment, tout ça coûte de l'argent. Encore une fois, les amis, il n'y a pas de réponse simple. Il faut. Mais l'immobilier n'est pas simple, mon cher. Se renseigner. Si c'était simple, on ferait autre chose. Hein. Oui, c'est pour ça que t'en as perdu tes cheveux. Voilà. Voilà. On avait dit pas le physique. Je dois encore te rappeler alors. Je crois que c'est la première fois sur le plateau qu'il y a plus de bonbons que de cheveux. Et ça, c'est intéressant. Malgré des implants récents. Je ne dirai pas de qui. Et malgré le fait que nous regarde pas. Et malgré le fait que Davy soit là, qu'il y a encore des chics, c'est quand même pas mal. Oh là là. Oh là là. On tire à balles réelles. On a dit que l'animateur, on pouvait pas les sacrer. C'est pas des chics. Si, chez moi c'est des chics. C'est les Liégeois. Les Liégeois. Ils n'ont pas l'argent pour s'acheter payer des chics, ces gars-là. Les amis, sur les charges, 2 secondes encore. Est-ce qu'on peut, au moment où on achète l'appartement, potentiellement renégocier les charges ou c'est quelque chose qui est acté ad vitam aeternam? Très difficile. Oui. Très difficile parce qu'il faut l'accord de tout le monde, évidemment. Et donc, c'est. Alors oui, il y a autre chose dont on parle pas, mais ça c'est juste anecdotique, mais c'est quand même marrant. Il faut vraiment prévoir un peu de Prozac et prévoir du temps pour les assemblées générales. C'est pénible. On va parler, Eric, comment on parle on va en parler d'assemblée générale. Donc, restons sur les charges. Renégocier les charges, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc si à un certain moment on dit maintenant l'ascenseur il a été rénové, la façade, tout est isolé, le toit c'est bon, est-ce qu'on réduit, est-ce que les 200 € en plus ou les 150 € en plus qu'on mettait pour provisionner tout ça, est-ce qu'on peut les réduire à 75 ou les annuler? Si tout le monde est d'accord, ou la majorité est d'accord, ça peut se faire. Mais pour réduire, par contre, pour d'autres choses, il faut l'accord de tout le monde. Donc à chaque AG, potentiellement, on peut remettre ça sur la table. C'est pas quelque chose qui est acté et puis pendant 9 ans, on n'y touche plus. Comme un acte de mariage. Non, ok. non. Et parce qu'il y a des gens aussi, moi je me souviens, ma grand-mère, elle arrêtait pas de râler parce qu'elle était au rez-de-chaussée, elle prenait jamais l'ascenseur et elle devait payer pour ce foutu ascenseur. Donc la même chose, c'est des choses qu'on peut pas négocier si on n'est pas d'accord. Il y a une solution, c'est qu'elles prennent de temps en temps quand même l'ascenseur. Ouais, merci Eric pour cette grande réflexion. Oh là là, sorry mamie, désolé. En fait, c'est dans l'acte de base, et donc il faudrait faire un acte de base modificatif. Okay. Mais il faut l'accord de tout le monde pour ça. Et clairement, les gens vont dire, non. Pourquoi? Non. Typiquement, moi aussi, dans mon immeuble, je paye pour les jardins privatifs de ceux qui sont en bas. Et moi, on vient pas entretenir ma terrasse. Par contre, en bas, je paye. C'est dans mes charges communes. Donc ça, c'est des choses aussi où on se dit, il y a quand même un peu d'injustice là-dedans. Oui, c'est clair que il y a toujours matière à râler sur des proportions ou des choses à payer. Après, comme c'est ventilé entre plein de gens, c'est quand même plutôt... On s'y retrouve au final, quoi. Oui, les différences sont marginales, quoi. Mais puis, il faut analyser. Encore une fois, tu analyses l'immeuble dans lequel tu habites. S'il y a un jardin avec une fontaine et des terrains de tennis et tout, ça va coûter cher en entretien, tu vois. Donc, si tu joues pas au tennis et que tu n'en as rien à faire d'une fontaine, t'achètes pas là, tu vois.
Si t'aimes ça, tu vas payer les frais et ça te dérange pas de les payer. Bon, il y a d'autres arguments, on continue à avancer parce qu'en fait, encore une fois, on s'est dit on va donner 20 minutes à ce dossier du jour. Et en fait, on avance, on prend énormément de temps. Il y a une question, parlons un peu encore d'argent. Il y a une idée reçue peut-être ou pas, où on se dit ok, il y a de moins en moins de gens qui achètent dans ces grands immeubles, donc ça va être très compliqué de revendre, donc risque compliqué de se faire une plus-value, quoi. Alors tu vends plus à Bruxelles? Parce qu'à Bruxelles, contrairement à la Wallonie ou la Flandre, il y a énormément de gros immeubles de rapport où les gens achètent des appartements tous les jours, où les vendent tous les jours et les prix continuent de monter. Donc non, ça c'est vraiment une fausse idée. Anthony, les prix continuent de monter. Est-ce qu'ils montent aussi vite que d'autres appartements dans des plus petites copropriétés, par exemple? Dans des plus petites copros, oui. Maintenant, pour parler, tu parles de Bruxelles, c'est cool. En Wallonie, j'ai l'impression aussi que les prix augmentent un peu moins. Et tu as eu aussi un grand effet au moment du Covid, tu vois, où justement, c'est l'inverse. Je sais pas si vous avez vu les stats à ce moment-là, mais les appartements, on prenait un peu moins de valeur, alors que les maisons où il y avait peut-être un jardin prenaient plus de valeur. Donc, je pense que, en tout cas, en Wallonie, les plus petites copros, ça se vend plus facilement. Dans les très grosses copros, en plus, il y a comme des vieux bâtiments aussi maintenant qui demandent beaucoup de rénovation, surtout avec les nouvelles règles aujourd'hui qui sont en train d'installer. Ça devient quand même plus compliqué, clairement. Il faut dire qu'à Bruxelles, le parc immobilier des grosses copros a quand même été bien entretenu. Beaucoup d'immeubles, les toitures sont refaites, les façades et balcons sont refaits, les ascenseurs sont refaits, les chaudières sont refaites. Donc tu as de plus en plus d'immeubles à Bruxelles qui sont en vrai de qualité. Donc tu as encore des charges à payer, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Tiens, j'ai 500 € de charges, mais tu n'as plus que 2 ans à payer. Donc en vrai, prends-le, ça vaut la peine parce que dans 2 ans, une fois que tout est payé, tu reviens à des montants normaux de 250, 300 € par mois, tout compris. Eric, on parlait donc des PV d'AG, on parle de plus-value là. Est-ce que ça peut être intéressant, dis-moi si mon idée elle est complètement bête, d'aller lire ces PV pour aller voir un peu où sont les failles, façon de parler, pour pouvoir mieux négocier le prix, en disant mais attends, j'ai vu dans le PV d'AG qu'il y avait des travaux qui étaient prévus et qu'il y a une réserve de machin, de bazar, et donc ça peut être une stratégie intelligente de faire ça pour négocier le prix. Je pense que donc, lire les PV d'AG, c'est un must. Il faut le faire, c'est incontournable. Il faut absolument, c'est obligatoire de le faire pour être certain de savoir dans quoi on met les pieds. Après, si on voit qu'effectivement, par exemple, on n'a pas eu de mise en réserve d'assez de sous pour de nouveau des travaux lourds, l'isolation, le toit, etc. On peut effectivement dire, écoute, moi, regarde, on n'a mis que 20 000, or, on prévoit que ce sera 100 000, moi, je vais devoir mettre plus, donc on peut éventuellement trouver un argument pour pouvoir un petit peu négocier à la baisse. Ça va pas être des montants, on va pas négocier 20%, mais c'est clair que, on peut utiliser ça comme argument en termes on reprend les problèmes, on va reprendre des problèmes qui vont arriver, quoi. Par rapport à la question petite ou grande copropriété, donc je retiens le prix peut plus facilement augmenter dans des petites copropriétés. Donc ça c'est, on est d'accord, j'ai bien résumé ça. Alors de nouveau, il faut faire attention à la région, etc. Tu as une pression qui est plus grosse à Bruxelles qu'en Wallonie, mais par définition, vu que tu as effectivement moins de charges, c'est plus facile de vendre, j'ai l'impression. Et par rapport à la notion de plus-value entre petites ou grandes copropriétés? En vrai, tu peux avoir une grosse copro qui est très bien entretenue, où tu vas avoir des belles plus-values. Okay. Tu peux avoir des petites copros qui sont pas entretenues du tout, où tu fais des moins-values carrément. Parce que, contraire. Voilà. Ouais. Donc ça dépend vraiment de comment est entretenue l'enveloppe générale. Parce que tu as des petits immeubles de rapport à Bruxelles où c'est vraiment éclaté au sol. Parce que là, il n'y a pas de syndic. Donc on ne force pas la rénovation et tout. Nous, on a récupéré en tant qu'agent immobilier des biens. Tu te dis ici, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'en plus, tu as des je veux dire, si tu as une copropriété dans laquelle on a fait les efforts d'isoler, ça veut dire que les frais de chauffage individuels diminuent. Donc, quelque part, il y a aussi des avantages. Moi, je ne ferai pas de différence entre petite ou grande à ce niveau-là. Je ferai effectivement une différence entre l'État et l'état de la qualité de la gestion de la copropriété. Alors, encore un truc qui fait peur, quand même, un dernier argument, c'est l'argument des gros travaux. C'est quelque chose qui parfois peut nous freiner pour ce type d'investissement. Avant de débattre là-dessus, expliquez-moi juste comment ça fonctionne. Tu l'as évoqué rapidement, Eric. Quand il y a des gros travaux, comment c'est réparti? Qui paye quand, comment, quoi? C'est réparti en principe de la même façon que les frais courants, à savoir en fonction des millièmes ou des 10 millièmes, donc de la proportion que chaque propriétaire d'un appartement est propriétaire des communs. Okay. Donc s'il y en a 10 et que c'est chacun 10%, c'est facile, mais ça peut être l'un c'est 8,5 et l'autre c'est 12. Bon. Et donc, en fonction des travaux, le syndic où la copropriété doit à un certain moment se dire bon, l'ascenseur là il commence à berloquer, la chaudière elle est encore au mazout, c'est plus possible, on doit la remplacer, donc on fait appel à des corps de métier, un architecte, etc. On évalue le montant des frais à faire.
c'est en général en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Et puis on dit voilà, nous sommes 30, il va falloir sortir sur 2 ans et demi 75 000 euros, ça fait 2500 euros par copropriétaire. Ça veut dire que chacun met 100 euros par mois pendant 24 mois, 25 mois, on y arrive. Voilà. Okay. Alors ça peut être 75, ça peut être 100. Alors il y en a qui vont dire oh mais moi je ne sais pas payer ça. Il y en a qui vont dire ah oui il faut les payer. Donc là la discussion commence. Mais c'est plutôt ça. Donc ce qui est important, ce qui est très important, c'est aussi de prévoir et pas de faire un peu l'autruche en disant oh on verra plus tard. Alors justement prévoir. J'ai l'impression que dans les grandes structures, donc il y a un syndic qui va gérer ça. Dans les plus petites copropriétés, c'est peut-être plus compliqué, non? Ou c'est pas plus compliqué. Il faut être s'organiser. Il faut être plus discipliné parce que c'est vrai qu'on se dit on attend encore un peu. Personne n'a envie de payer. Hein. Personne n'a envie de payer 10, 15, 20 000 euros pour une nouvelle chaudière tant que l'autre fonctionne. Mais quand elle tombe en panne 3 fois et évidemment le 20 décembre, on se dit oui, il faut y passer. Donc il faut être un peu plus discipliné. Dans les grandes copropriétés, il y a un syndic qui, en général, s'il est professionnel, va certainement avertir les copropriétaires en disant écoutez, là, la chaudière, ça va plus, l'isolation, il faut y passer, voilà. Anthony. Ouais, et d'où l'importance, du coup, comme il dit, il parle de discipline, mais même dans les grosses copropriétés, le fait d'avoir un bon syndic, ça c'est super important aussi de bien choisir, parce que comme il dit, si à un moment donné on a des gros travaux à faire et que ça n'a pas été prévu, du coup on doit faire un appel d'offres. On dit ok, les gars, maintenant ça devient urgent, l'ascenseur il marche plus du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On doit sortir 10, 15, 20, 30 000 euros. Les gars, on paye maintenant, quoi. Il n'y a plus le choix. Donc la gestion elle est ultra importante et prévoir c'est ultra important. Et puis si on est dans l'urgence, dans un cas, dans une panne, parce qu'en général une panne c'est quoi? C'est la chaudière, c'est quand même pas top. C'est l'ascenseur dans des grands trucs, c'est pas top. C'est beaucoup plus cher, évidemment, parce que le corps de métier va intervenir en urgence et lui, il va se faire plaisir. Pour les petites copropriétés, est-ce qu'il y a une assurance qui existe, genre pour se prémunir, genre on s'est pas bien organisé, on n'était pas bien discipliné, arrive ce qui doit arriver et on n'a pas les possibilités de pouvoir sortir dans les 24 heures peut-être 100 000 euros pour l'ascenseur. Est-ce qu'il y a des assurances pour les copropriétaires? Alors non, on ne couvre pas la discipline. Ok. Au moins la réponse, parce que vous auriez beaucoup de clients. Ouais, mais on a aussi beaucoup de faillites. Donc voilà. Non, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc intéressant. Je fais du dévi, j'ai perdu mon idée. Ouais. Tac. On peut avancer et puis si elle te revient. Avançons. Ken, t'as perdu ton idée? Oh, il est contagieux. Non mais c'est la chaleur sur le plateau, les gars. C'est la chaleur sur le plateau. C'est passé de là. Ça va revenir chez Lévi. Attends, il s'est retrouvé et puis bam. Bon on va. Vas-y. Là, 3, 2, 1, boum. En fait, ce qui fait peur aussi, parce que toi tu parles des travaux, ce qui fait très peur, c'est les assemblées générales. Ouais. Je sais pas si tu as déjà été à une assemblée générale, mais c'est striptease en live, quoi, tu vois. Ouais. J'ai été une fois de ma vie dans une assemblée générale, j'ai dit ok, là c'est la dernière fois de ma vie que je mets les pieds ici, tu vois. J'en ai rien à foutre, vous prenez les décisions que vous voulez, je suis d'accord avec vous. Parce qu'aller là-bas sur place, t'es pas prêt. Hein. Et d'expérience, c'est plus compliqué une assemblée générale dans une petite copro ou dans une grande? Parce qu'on pourrait se dire, il y a plus de monde, donc c'est plus compliqué. Plus c'est grand, plus c'est compliqué. Ouais. D'accord. Et quand il y a 120 propriétaires. Parce que tout le monde veut amener son grain de sel. Parce que certains disent, ah non, ça n'est que les copropriétaires. Donc quelqu'un qui vient avec son gosse, ah non, mais il n'est pas. Donc il doit s'en aller. Enfin, parfois c'est à couteau tiré. Ce que je voulais dire concernant ta fameuse assurance, en fait, il y a un autre problème. Si on arrive sur le tard, maintenant c'est un peu plus facile, mais les banques peuvent te financer à titre privé, si tu veux mettre ta nouvelle chaudière, une salle de bain, etc. Financer les copropriétés, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des solutions de financement qui peuvent exister, parce que sortir 100 000 euros comme ça, ou 50 000 euros, ça se fait pas tout seul. Mais ça veut dire que les copropriétaires empruntent de manière solidaire. Donc, c'est aussi une solide paire de manches. Ouais, ça se passe quoi si finalement je sais pas payer? Ça arrive, on pense qu'on est propriétaire, on est riche. Non, parfois on est propriétaire, on n'est pas riche du tout. Ça arrive plein de fois. Et on nous impose de payer, sauf qu'on ne sait pas payer. Il se passe quoi? Tu dois vendre ton appart. Ou si tu le vends pas et que tu payes pas, à un moment donné, le juge de paix va forcer la vente. Parce que finalement, quand tu es propriétaire de ta maison, si tu décides de reporter dans un an, je sais pas moi, la rénovation de ta toiture, tu peux le faire. Là, si la copropriété a décidé de faire la rénovation maintenant de ta toiture et que tu sais pas payer, l'alternative, c'est de revendre ton appartement. Dans un cas extrême, l'alternative, ça va être de revendre. Le syndic ou le représentant de la copropriété est chargé, entre autres, de récupérer les montants, les versements, de vérifier que tout le monde a bien payé ce qu'il doit tous les mois. Et donc, évidemment, celui qui ne paye pas, de lui dire, écoute, premier rappel, deuxième rappel.
c'est assez rare. Si à ce moment un copropriétaire n'a pas de sous, il dit moi je vais vendre mon bien. Ok, donc aucune possibilité de flexibilité. On peut pas se dire tiens, t'as une situation difficile et donc le syndic dit on a une réserve, on va avancer pour toi, on te donne un délai de 1 an supplémentaire. Comme à la banque, les gens n'aiment jamais forcer la vente parce que c'est intéressant pour personne. Et donc il y a toujours moyen de discuter. Mais d'ailleurs, quand il y a des appels de fonds, il y a des gens qui disent c'est quoi, moi je te le paye en une fois, comme ça c'est fait. Ah non, moi je vais le payer en X fois. Moi je veux un crédit et je paye la mensualité pendant 10 ans. Tu peux un peu payer comme tu veux. Du moment que c'est payé, c'est bon. Oh bah voilà les amis, c'était le dos du jour. Alors j'ai l'impression qu'on a répondu à plein de questions petites ou grandes. Est-ce que c'est bien finalement d'acheter un appartement vs une maison? Le débat continue en commentaire de cet épisode sur WhatsApp aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a créé une communauté où vous pouvez être avec d'autres membres finalement, d'autres auditeurs. Et puis on se pose des questions, on discute, on se partage quelques petites exclus parfois aussi. Donc rejoignez le WhatsApp. Le numéro s'affiche ici en dessous. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie de faire cette séquence parce que la patronne l'a préparé avec cœur et je pense que ça va devenir une séquence phare de cette émission. On est allé chercher des commentaires. Ken, toi je sais que t'aimes bien aller checker, répondre. Anthony et Eric un peu moins, mais bon. C'est mon côté sado ça. À partir d'aujourd'hui, ils vont aller plus souvent sur nos réseaux pour vous répondre. Alors Ken, je sais pas si tu t'en souviens, mais t'as partagé un reel au sujet de Airbnb et tu as dit ouais c'est fini, ciao, c'est plus intéressant maintenant. Et alors on a un commentaire qui va s'afficher ici à l'écran de Florian qui dit vraiment, beaucoup de gens déclarent pas. Les plateformes renseignent l'administration fiscale, à moins de se faire payer en liquide, je vois pas. Non, donc, aujourd'hui, maintenant, c'est déclaré automatiquement, mais avant, c'était pas le cas. Et l'État peut très bien remonter. Donc, c'est Bertrand qui l'avait dit lors de chouette podcast qu'on avait fait d'ailleurs. On pouvait remonter, je crois qu'il a dit 7 ans et demi en arrière. Donc, il y a 7 ans et demi, c'était pas déclaré. Donc, il y a plein de gens qui ont fait du Airbnb sans rien déclarer et qui ont continué. Maintenant, c'est déclaré. Mais le fisc peut très bien remonter en arrière. Ça, c'était première chose. Et deuxième chose, il y a plein de gens qui font du Airbnb aussi sans respecter les règles. Tu peux pas faire du Airbnb si t'as pas demandé à la commune, tiens, est-ce que je peux faire du Airbnb? Si t'as pas demandé à la copropriété, tiens, est-ce que vous êtes d'accord? Si c'est pas repris dans l'acte de base et tout. Et puis, il faut faire passer le SIAMU. Enfin, c'est compliqué. Du Airbnb, aujourd'hui, c'est un vrai métier et il y a des vraies choses à respecter, fiscalement parlant et légalement parlant aussi. Mais donc aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font les deux. Ok, aujourd'hui 2025, on est d'accord, les plateformes sont obligées de déclarer les revenus. Ouais. Obligé. Donc toi, la crainte que tu voulais évoquer dans ce reel, c'est de dire aussi, enfin que tu avais évoqué avec Bertrand notamment, c'est qu'on pouvait aussi revenir en arrière. Exactement. Donc il faut faire attention à ça. En tout cas, merci Florian pour ton commentaire. Et n'hésitez pas à commenter, à réagir. Et des fois, il y a des chouettes commentaires, parce qu'il y a des gens qui posent vraiment des questions et on peut répondre, ils donnent leur avis, c'est chouette. Ceux qui insultent, ils doivent arrêter. Et ça, vraiment, on comprend pas le délire, les gars. Comment est-ce que tu peux avoir des haters, toi? C'est pas possible. Il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais c'est vrai que moi je comprends pas ces gens là qui on est là pour partager du contenu gratuitement, pour kiffer ensemble. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité universelle aussi. Et même ici sur le plateau, tu vois, moi je veux des grosses copros, eux des petites copros. C'est pas pour ça qu'on s'insulte. Pas encore. Ça va arriver, calme-toi. On se déteste pas ces choses. Non mais voilà. Donc c'est vrai. Non mais c'est l'occasion de le rappeler aussi que nous c'est pour ça qu'on est à plusieurs autour de la table. Dans l'immobilier, il n'y a pas toujours une vérité universelle. Ça dépend de plein de choses. Donc et n'hésitez pas vous aussi à partager votre réalité, justement, si vous investissez dans Airbnb. Tiens, un petit react pour toi, Anthony. C'était l'épisode Ce que les banques ne vous disent pas. Donc l'épisode est disponible sur YouTube. Ça fait maintenant plus de 2 saisons qu'on est là. Il y a plus de 40 épisodes. Donc allez voir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et c'est un commentaire de Bichon des Anges. Très bien. On est bien parti là. Ce fameux Bichon des Anges. Si ça c'est négatif, je comprends plus rien. Moi je comprends pas non plus. Alors, et il y a Bichon déjà qui nous remercie infiniment pour pour ce qu'on fait à chaque fois. Voilà. Bichon. Sur ce plateau. Vous parlez de courtier pour des indépendants. Ouh là 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 là, j'adore cette séquence. J'ai demandé à 3 courtiers qui m'ont affirmé ne pas pouvoir prendre mon dossier parce que je suis indépendante. Elle a demandé à 3 courtiers. Et parmi ces 3 courtiers, il y avait qui? Eh ben, il y avait Anthony Urbain. Un certain Anthony Urbain. Et elle est déçue. Parce que tu n'as pas pu considérer son dossier, Anthony. Qui est pas ça, qui est pas ça. Il y en a un autre derrière la caméra qui a aussi voulu passer par toi. Qui est pas ça. T'as un problème avec les indépendants? Non, absolument pas. C'est juste que, effectivement, pour les indépendants, c'est des dossiers, je vais dire, un peu plus compliqués. Mais faut savoir que les courtiers et les banquiers, on a tous, entre guillemets, nos raisons d'exister, ça c'est une première chose, et que quand on est indépendant ou jeune indépendant, et je pense que c'était son cas, effectivement, quand il n'y a pas 2 AER, donc 2 avertissements extraits de rôle qui sont déjà, entre guillemets, bien déclarés, si je peux dire ça, nous, en tant que courtier, on a effectivement un peu plus de mal. Les banquiers, par exemple, des fois, c'est peut-être un peu plus facile pour eux parce que effectivement, ils ont un AER et ils voient
l'argent qui rentre sur ton compte tous les mois, donc ils ont peut-être plus de facilité. Donc effectivement, pour les indépendants, c'est plus compliqué. Et si effectivement on n'a pas pu financer, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas de solution. Et s'il y a une solution ailleurs, tant mieux pour la personne. Voilà, le bureau des plaintes pour Anthony Urbain, c'est en privé, évidemment, sur notre compte Instagram. Donc, il y a beaucoup de clients super contents qu'on a aussi redirigés vers toi et qui sont heureux du service que tu proposes, notamment moi, puisque tu es mon assureur. Voilà. Bon, on continue un petit sortons ensemble. Non, mais voilà, on l'a un peu taclé, attaqué. On adore Anthony, on n'avait pas resté là-dessus. Bon, Eric, comme tu fais le farce, j'en ai un pour toi aussi. On a partagé un TikTok. Le titre, c'était Laisse ta société faire le taf. Et c'était le fameux montage mix usufruit nu propriété. Et on a Logan qui réagit et qui dit très attention, point d'interrogation, que risque-t-on, point d'interrogation, propriétaire de Saint-Cloud, imaginons je crée une société pour financer de l'eau en utilisant ce montage, à quel moment suis-je punissable? Alors, premièrement, je ne fais jamais le farce. On va quand même rétablir. Si. Non, je suis un garçon sérieux. Deuxièmement, on ne parle pas d'être punissable. Il faut qu'une société ait un intérêt économique de faire quelque chose. Si la société paye un bien pour son gérant ou son actionnaire, elle n'a pas d'intérêt économique. Donc, c'est pas une question de punissable, c'est une question que le ministère des Finances va venir dire, écoute, tous ces frais, moi je considère qu'ils ne sont pas déductibles parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de ton activité. Donc, si une société finance par exemple des travaux de rénovation, donc je suis propriétaire de 5 lots en privé et ma société vient financer la rénovation de 2 de ses biens. Quel est son intérêt ? Est-ce qu'elle est payée pour ça? Apparemment non. Elle a du cash, donc elle va le faire. Elle va déduire les frais, mais elle ne retire aucun bénéfice de ça. Donc ces frais vont être non déductibles. J'aime pas le terme punissable, parce que c'est pas une question, une infraction à la loi. Une entreprise peut faire ça, mais simplement on va considérer que ces frais ne sont pas dans son activité, donc pas déductibles. Donc quelque part, tout l'avantage de le faire en société va disparaître. Logan, tu as ta réponse sur le plateau, une réponse plus complète de Eric. Merci Ken, merci Eric, merci Anthony pour ce bel épisode. Merci à toi. Vous continuez à réagir, à commenter ces nouvelles séquences. Elle sera dans chaque épisode à partir de maintenant. On va réagir sur le plateau à tous vos commentaires. Ce sera le react. Bon, merci. Ça vous a plu? C'est ça. C'était génial. C'était très bien. Tu as retrouvé le feu. Moi j'ai retrouvé le Anthony. feu. Voilà. Et moi avec une dizaine de kilos en moins. Incroyable. Incroyable. Bientôt vous me retrouverez plus. Bon allez, on vous dit au revoir les amis. On remercie évidemment nos partenaires sans qui cet épisode n'aurait pas pu se faire. Il était on remercie Imovlan, le CEO est sur le plateau, PNV Assurance, Eloya Brico et le petit nouveau Thomas Piron.